cet atelier, c'est un atelier, hein, c'est pas un débat. Donc, qui dit atelier, veut dire travail, on va essayer de travailler ensemble pour essayer peut-être de dégager des perspectives par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est quelle information locale sur le climat. Ce thème est présenté par l'UCP2F. Quelques mots sur l'UCP2F. C'est en fait l'union des clubs de la presse de France et francophones, donc qui sont donc c'est un relais des clubs de la presse et c'est un lieu où on développe les bonnes pratiques, on échange les bonnes pratiques et on essaie d'ouvrir des perspectives sur le travail des journalistes. Et chaque année, nous animons un débat aux Assises. Nous sommes partenaires des Assises. Moi-même, je suis du Club de la presse de Bordeaux. Vous avez un représentant de Rhône-Alpes, ici, Romain Ligon. Et donc, ce thème, bien sûr, les clubs de la presse sont implantés donc, dans les régions. On y attache une grande importance. Qu'est-ce que l'information locale? C'est un travail de proximité, un travail de contact. Et aujourd'hui, on développe plutôt sur le thème du climat de l'environnement. Les invités qui sont présents aujourd'hui le traitent chacun de leur façon, ou l'abordent plutôt de leur façon. Je vais très vite vous présenter. Vous voyez donc les personnages ici présents sur cet écran. Donc je vais peut-être demander rapidement à chacun de se présenter voilà, en début d'atelier. Donc, oui, donc, à vous l'honneur. Oui, brièvement. Donc, je suis Samuel Senat, donc je représente France Nature Environnement Centre Val-de-Loire, hein, qui est le réseau associatif de protection de la nature et de l'environnement en région Centre, qui fédère 16 associations actuellement. Voilà, brièvement. Alexandre Marsat, je suis rédacteur en chef de Curieux.live, qui est un média web et sur les réseaux sociaux, mais on en parlera justement tout à l'heure. Pauline Darmancourt, je suis chargée de mission mobilisation citoyenne et communication au sein de l'Agence régionale de la biodiversité Centre Val-de-Loire, qui a été créée en 2019 et qui est une agence qui fédère notamment France Nature Environnement Centre Val-de-Loire et 22 acteurs territoriaux, le pôle recherche, collectivités territoriales, associations d'éducation à l'environnement et protection de la nature, agriculture, chambre économique. Voilà. Bonjour, Sophie Casal, je suis journaliste à Nice Matin. Je suis responsable de l'équipe Solutions, on aura peut-être l'occasion de l'aborder quand je interviendrai. Et j'ai rejoint la rédaction en chef dans un rôle de transformation numérique des rédactions locales. Donc c'est à la fois un rôle éditorial et aussi un rôle de formation et d'animation d'équipe. Oui, bonjour, Catherine Simon, je suis journaliste à la Nouvelle République du Centre-Ouest. Là, à Tours depuis 1 an, mais auparavant, pendant plusieurs années, à Blois dans le Loir-et-Cher, et plus spécialement attachée à la rubrique environnement. Et je viens vous parler d'une expérimentation qu'on a lancée il y a 2 ans sur Facebook et qui s'appelle Foutu Planète. Très bien. Je vais vous présenter un peu cet atelier. La première partie va être plutôt consacrée à la présentation des initiatives et à la façon d'aborder donc l'information locale et le climat. Dans une deuxième partie, nous allons donner la parole aux environnementaux, je vais vous appeler comme ça. Et la troisième partie va consister à lancer peut-être une recherche prospective sur les moyens de mieux travailler ensemble, ou de plus travailler ensemble, journalistes et, disons, experts et centres de ressources. Je me suis livré à une petite revue de presse ce matin concernant les journalistes. J'ai été sur le site de l'ANR. J'ai vu que vous traitez ce matin un thème sur les ordures ménagères en Touraine. Donc, ça serait peut-être intéressant que vous nous expliquiez un peu la façon dont vous avez abordé le sujet. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Je me suis pas abonné, j'ai pas été jusqu'au bout de la procédure. J'ai regardé Nice Matin. J'ai vu qu'il y a un retour sur
sur Tende et sur donc, la tempête Alex et la vallée de la Roya. Donc vous avez été voir sur le terrain un an après ce qu'il en est. Je ne me suis pas abonné non plus, je n'ai pas été chercher plus loin. Voilà, j'ai cliqué sur solution, je suis tombé sur ce sujet. Alexandre Marsat, pour curieux, j'ai vu que vous aviez consacré un sujet, vous mettiez en une de votre site curieux.live, les bonnes initiatives et idées pour préserver l'environnement. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être commencer par ça, et lui demander pourquoi avoir mis ce sujet en avant et comment il a été traité. Donc, vous pouvez donc intervenir sur ces sujets-là ou développer un peu plus sur les initiatives que vous prenez sur les thèmes du climat, de l'environnement. Voilà. Les ordures ménagères, effectivement, vous êtes en plein dedans. Les catastrophes naturelles, vous êtes en plein dedans. Vous traitez le qui, quoi, où, comment, pourquoi, mais est-ce que vous y rajoutez quelque chose dans vos enquêtes? Voilà. Peut-être l'ANR. Alors je vais vous décevoir, je ne vais pas vous parler de l'enquête de l'ANR d'aujourd'hui de l'Indre-et-Loire sur les ordures ménagères, parce que je n'ai même pas eu le temps de la lire. Ah bon Parce que j'interviens pas du tout sur ce support en fait. Donc je ne sais pas, peut-être si on veut commencer sur un sujet d'actualité, il vaudrait mieux que quelqu'un d'autre prenne la parole. Moi je vous parlerai de notre petite initiative transversale. Voilà. Alors du coup j'enlève juste le masque pour intervenir. Oui, si ça ne vous dérange pas, des personnes au premier rang, dites-moi, sinon je le remets. C'est bon? Donc oui, si vous voulez qu'on reparte de l'actualité, enfin qui est une triste actualité, on est dans une région, le sud-est, Nice Matin, c'est Nice Matin, Var Matin, qui est particulièrement vulnérable. Alors on va dire que toutes les régions le sont de certaines façons, mais c'est vrai que des experts qu'on interviewe dans le cadre de nos reportages nous le disent, nous le répètent. Une zone côtière, une zone montagneuse, une zone très artificialisée, très bétonnée. Et malheureusement, effectivement, on a eu déjà des événements qui sont annoncés depuis des années par les climatologues, mais là, effectivement, la tempête Alex a été quand même quelque chose qui a, pour le coup, malheureusement, qui a montré effectivement cette montée en puissance des phénomènes météo extrêmes il y a un an. Et donc, effectivement, ces événements-là nous obligent en termes de couverture de l'actualité, mais aussi en termes de compréhension et de recontextualisation de pourquoi ça survient. Maintenant, je vais remonter un petit peu plus en arrière, juste pour expliquer à Nice Matin, c'est pas tant les sujets qu'on traite, on essaie de les traiter, et je pense que tous les journaux de presse quotidienne régionale s'emparent de ces sujets-là, ils s'imposent, donc on s'en empare. Nous, il y a 6 ans, on a essayé de mettre en place une démarche avec les lecteurs, une démarche assez, alors le mot participatif est un peu fort, mais on a essayé de se dire comment on peut associer les lecteurs à notre processus éditorial, en leur proposant déjà de choisir entre des thèmes d'enquête et des thèmes de dossier. Et donc, on les fait voter tous les mois sur un des thèmes. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois on propose des thèmes environnementaux, mais on voit qu'en fait, à l'intérieur de thèmes comme l'agriculture, comme les villes, on avait un thème cette année sur nos villes en 2040, en fait, on retrouve ces enjeux climatiques, on retrouve ces enjeux environnementaux. Donc, on leur propose 3 sujets. Ils votent en ligne pendant une semaine. Et ensuite, en fonction du sujet choisi par les lecteurs, nous, pendant 1 mois et demi, on enquête. Quand je dis nous, donc c'est l'équipe journaliste de Solutions, que j'expliquerai un peu après le terme. Mais donc, on enquête pendant 1 mois et demi. Ça fait à peu près 8 contenus. Donc, on fait un feuilleton. C'est un dossier qu'on feuilletonne. Et on essaie toujours de poser le constat. Donc, en fait, c'est expliquer. Donc, ça, on a besoin de nos experts. Donc, on en parlera un peu dans un deuxième temps. Ce sera les ressources. Mais on essaie de comprendre les enjeux, les problématiques, les enjeux. Et ensuite, on essaie de voir les actions qui peuvent être mises en place, qui le sont pas assez ailleurs. Regardez ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres pays, comment ils adressent ces problèmes-là. Et on est un peu dans cette dynamique. Donc, c'est le vote des lecteurs, le dossier décliné en épisodes et effectivement ce prisme solution qui est, on nie pas la problématique, on l'explique bien, c'est pas un journalisme de bonne nouvelle, mais ensuite on essaie de voir et on questionne nos experts justement sur, ok, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour, alors le constat est quand même assez sérieux, l'urgence climatique elle est là, il y a des choses qu'on va pouvoir peut-être atténuer, mais il y a par contre beaucoup d'enjeux qui se joue au niveau local. Donc, quelle info locale sur le climat? Effectivement, ça paraît un peu surprenant parce qu'on est dans des enjeux évidemment planétaires globaux, mais les experts qu'on a, des climatologues, des géographes, nous disent oui, mais il y a quand même des actions locales qui ont un impact, parce qu'effectivement, quand on fait des partis pris d'aménagement du territoire, est-ce qu'on
on limite l'artificialisation des terres. Quand on a une politique des transports, comment on développe les transports pour éviter effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ce sont les mairies, les métropoles, les régions, les départements qui ont la main sur ces thématiques-là. Donc nous, en tant que journalistes locaux, on a beaucoup de matière à traiter et on a effectivement, on est très attendu par nos lecteurs sur ces questions-là, c'est-à-dire les traiter et voir ce qui devrait être fait. Est-ce que c'est fait? On avait une discussion avec Samuel juste avant le débat. Je pense que ce qu'on fait imparfaitement, voilà, c'est le droit de suite, c'est-à-dire qu'on on parle de certaines choses. En tout cas, nous, les journalistes, on a tendance à être beaucoup dans l'actu, beaucoup dans parler des choses, mais y revenir 1 an après, 2 ans après, 4 ans après. Voilà, ça, on avait dit qu'on faisait ça. Les politiques avaient annoncé cette mesure-là. Je sais pas, développer le réseau cyclable. 4 ans après, est-ce que c'est fait? Oui, non, c'est pas fait. Et donc, les tenir un peu... les rendre comptables de ce qu'ils ont annoncé. Est-ce que c'est fait, pas fait? Voilà. Donc, je pense que c'était un peu le thème d'hier soir, là, c'était journalistique. Mais en tout cas, on s'efforce. Alors, on a cette rubrique un peu... On y revient. C'est-à-dire que les sujets qu'on traite, 1 an après, 2 ans après, on revient sur le sujet et on re-questionne nos interlocuteurs et on essaie de s'y astreindre de façon plus régulière que ce qu'on faisait par le passé. Mais c'est imparfait, j'aimerais bien qu'on soit meilleur là-dessus, mais voilà, donc ça c'était pour ce qu'on fait. Donc dans les dossiers qu'on a déclinés, il y a effectivement la notion de nos villes en 2040, donc c'est... Qu'est-ce qui nous attend en 2040? Et là, on a des ressources qui nous permettent de voir à la fois l'élévation du niveau de la mer 2050, les phénomènes extrêmes, les îlots de chaleur urbains, enfin, donc toutes ces thématiques-là, comment elles impactent particulièrement notre région, parce qu'on a quand même, on a un média local, donc on a un prisme local, et ensuite, c'est quelles actions d'atténuation, quelles politiques mettre en œuvre, et comment anticiper et adapter, essayer d'adapter les choses pour les limiter. On a eu la tempête Alex et les incendies terribles dans le Var cet été, donc ça forcément on a couvert l'actualité, mais derrière on a essayé d'avoir des réponses. C'est pourquoi voilà, tous les 10 ans on a des incendies absolument monstrueux. Donc est-ce que les forêts sont bien gérées? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tout ça est bien géré? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas que ça se reproduise? Donc voilà, on essaie toujours après d'aller un peu plus loin que l'actualité. Juste pour ne pas faire trop long, quand on parle des actions, parce que le mot solution peut paraître un peu difficile à comprendre, c'est pas rester juste sur le constat en fait et voir quels pourraient être les possibles pour faire avancer les choses. Il y a 2 niveaux, il y a le niveau des citoyens, donc là effectivement on a des rubriques, un bon geste pour la planète, on a une rubrique comme ça tous les mois, mais tout n'est pas entre les mains des citoyens, mais voilà, donc on a ces rubriques-là qui sont un peu récurrentes avec des associations qui interviennent, qui sont toutes les associations qui travaillent autour du zéro déchet, les associations des Repair Café. Donc voilà, c'est consommer autrement, réparer plutôt que jeter, enfin toutes les questions de l'obsolescence programmée, notre modèle de consommation. Donc ils interviennent dans ces rubriques. Mais après, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des décideurs, que ce soit localement ou nationalement ou internationalement. Et ça, on l'évoque aussi avec nos experts et on traite aussi ces sujets-là à travers ceux qui font et ceux qui impulsent des politiques. Voilà, donc on essaie d'avoir ces sujets sur ces 2 leviers. L'impact, en fait, l'impact, on se rend compte déjà que ces sujets sont demandés par nos lecteurs. À travers le vote des dossiers, on voit que c'est quand même souvent ces dossiers dans lesquels il y a en filigrane cette question du climat, de l'environnement qui sont assez plébiscités. Et les lecteurs surtout nous interpellent sur des sujets prospectifs. Et ça, on l'a vu quand on a proposé nos villes en 2040. C'est oui, dites-nous en fait vers où on va, qu'est-ce qui va se passer. Alors, les climatologues disent en fait il y a des choses qu'on sait, il y a déjà des choses qu'on ne sait pas parce qu'il va y avoir un emballement. Donc, mais en tout cas ils ont envie qu'on leur décrypte le demain et qu'on leur décrypte vers où il faut aller, comment il faut y aller. Donc ça c'est vrai que c'est assez puissant, on s'en rend compte en tout cas dans les commentaires qu'on a. Et on évoque les questions d'environnement par une newsletter, parce que tout ça ce sont des sujets qui sont pour les abonnés numériques, qui sont repris dans le journal papier. Et on a mis en place une newsletter qui s'appelle C'est déjà demain, puisqu'on parle de prospective. Et dans C'est déjà demain, il n'y a pas que des sujets environnementaux, mais on essaie de régulièrement en aborder. C'est une newsletter éditorialisée avec des liens vers des articles qu'on a fait nous, mais des articles que nos confrères ont fait. On leur fait une petite curation. Et à la fin, on leur demande toujours, est-ce que vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite? On leur demande vraiment qu'il y ait cette interactivité-là. Et en fait, on se rend compte maintenant que certains, le prisme global, ils l'ont à peu près appréhendé, mais maintenant, ils aimeraient qu'on rentre dans des sujets un peu plus pointus. Alors, juste, on avait traité les îlots de chaleur urbains et il y a des lecteurs, enfin un lecteur qui m'a saisi en disant mais moi j'aimerais que vous essayiez de trouver des études sur quel est l'impact de toutes ces climatisations qu'on installe, parce qu'effectivement chez nous c'est évidemment très prégnant l'été, on installe des climatisations individuelles, on les met donc en façade d'immeubles, on les met dans les rues, mais
l'air chaud que ça rejette à l'extérieur, est-ce que ça a un effet aussi sur le réchauffement de l'air? Donc, on a cherché des études, voilà, je me suis tournée vers des ressources, on viendra à ça dans une deuxième partie. Oui. Et du coup, sur cette sollicitation de lecteurs, du coup, j'ai travaillé sur cette question-là. Donc, pour nous, c'est très important et je pense que notre impact est d'autant plus fort qu'on reste dans cette interaction, cet engagement de nos lecteurs sur ces thématiques. Ce matin, j'avais invité un représentant de l'ATU, l'agence d'urbanisme de Tours, et c'est dommage, ils n'ont pas pu se libérer, mais on aurait pu déjà entamer une discussion très intéressant, les autour de ce dernier. Comment on aménage les villes. Ouais. Et j'ai fait un point avec alors Pauline Darmancourt hier, et ce que vous avez dit sur Nice Matin, je sais que Pauline Darmancourt va rebondir par rapport aux ressources. Oui. Non, mais ce sera vraiment intéressant. Non, le but, c'est vraiment l'interaction entre vous. Alors, est-ce que l'ANR veut... Je vais rebondir. Voilà. Je vais rebondir parce que dans ce qu'a dit Sophie, il y a des choses qui ressemblent aux intentions qu'on avait, nous, dans notre petite expérimentation, qui est beaucoup plus récente, ça date d'il y a 2 ans, mais qui est beaucoup dans l'interaction aussi, dans l'idée de l'interaction avec le lecteur. Le lecteur et l'internaute, parce que là aussi, en fait, on s'est emparé des réseaux. Donc, la petite expérimentation dont je vais vous parler, ça s'appelle donc Foutu Planète. C'est un groupe Facebook qui a été mis en ligne il y a 2 ans, en avril 2019, qui compte aujourd'hui 2358 membres, enfin, hier en tout cas, je n'ai pas regardé ce matin, et qui a été créé... Oui, peut-être fermé, c'est vrai, parce que c'est la machine à café qui est bruyante. Ou l'aspirateur. Oui, mais sinon, on n'entend rien. Ah, d'accord. À la main, oui, parce que sinon, c'est un peu casse. J'ai jamais réussi à sortir le truc. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est un peu dur. Voilà. Oula, oui. Ça change un petit peu les choses. Donc voilà, donc je vous parlais de ce petit groupe Facebook. C'était donc une expérimentation alors, pour faire avancer déjà la place de l'environnement dans notre journal. Parce que bon, la Nouvelle République, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, donc, notre siège est ici à Tours, mais on est sur 5 départements, 3 départements de la région centre et 2 départements de l'ex-Poitou, donc les Deux-Sèvres-la-Vienne. Et pour ce qui est de la région centre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et l'Indre. Et chaque département effectivement a pas mal d'autonomie, hein, donc sur ses choix, ses décisions, etc. Et on s'apercevait qu'on ne savait pas très bien traiter les questions d'environnement. Soit c'était du coup par coup, de l'actualité chaude, etc. Soit c'était de l'institutionnel. Et puis on a essayé par exemple à une époque de faire une page hebdomadaire consacrée à l'environnement, etc. On s'est vite rendu compte qu'on tombait justement dans les travers d'agenda institutionnels et que voilà, tout ça, ça manquait vraiment d'ancrage et puis de profondeur, quoi. Donc l'idée, ça a été comment est-ce qu'on peut trouver une meilleure place, déjà auprès de nos propres confrères, parce que nos propres collègues. C'est autant, enfin je ne sais pas vous dans vos rédactions ou futures rédactions, tout le monde envisage un jour peut-être de pouvoir traiter les sujets politiques. Et personne n'arrive en disant « je voudrais vraiment la rubrique environnement ». Des petits jeunes maintenant, oui peut-être. Mais en tout cas, ces dernières années, enfin ces 30 dernières années, ce n'était pas celle pour laquelle on se battait le plus, quoi, hein. Donc voilà, donc l'idée c'était de susciter quelque chose. Et on savait par ailleurs qu'on avait des journalistes qui avaient cette fibre malgré tout, qui étaient intéressés, qui creusaient un peu les sujets, etc. Donc l'idée, ça a été de proposer une initiative hors des pages du journal, qui était donc la création d'un groupe Facebook qui a été au départ porté par 5 journalistes, donc un par département. Donc à l'époque, moi j'étais dans le Loir-et-Cher, donc j'étais pour ce département-là. Et donc ce sont des collègues que j'ai entre guillemets recrutés en cherchant qui avait cette sensibilité sur l'environnement et était prêt à s'engager un peu dans cette direction-là. Et avec l'idée aussi, donc ça c'était plutôt en interne, j'ai envie de dire, donc trouver la place, une meilleure place pour le traitement des sujets environnement, climat dans nos pages et sur notre site internet. Et puis la deuxième, ça c'était pour l'interne, et pour l'externe, c'était comment faire le lien avec les lecteurs, comment arriver à créer une dynamique aussi, et à la fois avoir
les remontées des lecteurs, c'est-à-dire alors des lecteurs et des internautes, là pour le coup aussi, hein, puisque ça passe via le réseau social. Les types de sujets, effectivement, donc être saisi sur des sujets spécifiques, alors parfois très pointus. Hein. Ça a commencé par une série de photos de décharges sauvages, parce que les gens, en se baladant, voyaient des tas de trucs partout. Et donc là, du coup, il y avait un support sur lequel ils pouvaient poster ces photos. Donc, et puis après, on essayait d'engager des discussions, etc. Et puis pour nous, journalistes aussi, c'était aussi le moyen de se dire, mais peut-être qu'à travers tout ça, on va trouver des sujets intéressants auxquels on était passé à côté, sur nos territoires. Et donc, du coup, voilà, on va pouvoir creuser ces sujets-là. Et puis, si on veut lancer un appel, par exemple, sur un témoignage, sur un thème, on aura une communauté de lecteurs, internautes qui seront potentiellement mobilisés sur ce sujet-là. Donc voilà, on est parti avec ça, alors, en faisant ce qui n'avait jamais été fait dans mon journal, qui était un travail transversal entre les 5 départements. Alors ça a commencé d'abord, on a produit, entre guillemets, 3 grands, on peut dire trois grands événements. Le tout premier, ça a été en fait pour pratiquement au lancement de ce petit groupe informel. On s'est tous engagés dans la démarche sur les épiceurs de glyphosate. C'était en plein dans ce moment-là. Et on s'est dit, on va tous le faire, et on va le faire de l'intérieur. Donc chacun dans notre département, on est allé tôt le matin, à Jeun, enfin bon, bref, vous connaissez l'histoire. Sauf que, évidemment, à la suite de ça, pour exploiter ça aussi, on a réussi à trouver un petit espace dans nos pages d'information générale. Ils sont en général plutôt assez jaloux, hein, un peu chasse-gardée, quoi, surtout quand on arrive des départements. Mais on leur a proposé un petit dossier clé en main avec l'interview de Maître Tumrel, l'avocat qui porte toutes les procédures d'épiceurs de glyphosate, hein, avec une interview d'un toxicologue de l'Université de Poitiers, donc ça fait partie de notre zone aussi, donc en contrepoint, hein, qui était avec plus de distance, et puis 5 mini-portraits de nous 5. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait non plus, pour expliquer combien on avait de taux de glyphosate chacun. Et c'était quoi notre petit en quelques mots, quoi, hein, expliquer l'expérience, quoi. Donc ça a été un peu le lancement, j'ai envie de dire, de l'action, quoi. C'est un peu surpris. On a eu des retours, alors en interne, très surpris, assez circonspects. Et au niveau, par contre, du groupe créé sur Facebook, c'est parti très très vite. C'est-à-dire que le groupe a été créé, donc je vous ai dit, début avril. Et en juin, on était à 1000 membres. Et alors après, ça s'est tassé, hein, parce que mais l'engouement dès le départ sur le territoire a vraiment été fort, quoi. C'était une forme d'engagement. Oui, tout à fait. Alors, ça a été, j'ai envie de dire, notre baseline, hein, c'était engagé, mais pas militant. Et on s'est, voilà. Et donc, on s'efforce et on continue à promouvoir ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, même dans les rédactions, de faire passer aussi ce message qu'on peut s'engager pour l'information en profondeur sur un thème aussi important qui est celui de l'environnement et du climat, mais que pour autant, on ne franchit pas la ligne, on reste journaliste, on n'est pas militant, quoi, hein. Donc, on laisse aussi la parole ouverte. Alors, l'intérêt du groupe Facebook, rapidement, le choix du groupe Facebook, je passe à l'intérêt, mais le choix, c'était ça aussi, c'était de laisser la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Une page Facebook, il n'y a que l'administrateur de la page qui peut poster des contenus. Un groupe Facebook, tout le monde peut poster. Et nous, c'était ce qu'on voulait. C'est-à-dire aussi que les journalistes et les personnes auxquelles ils s'adressent soient sur le même niveau. Et ça, c'était hyper important. Alors évidemment, on a une modération, hein, on modère toutes les publications en amont pour éviter les dérapages, etc. Mais à partir du moment où les gens sont membres du groupe, ils ont répondu à 2 petites questions pour être membres du groupe. Hein. C'est dans quel département habitez-vous et comment avez-vous connu le groupe? Donc franchement, c'est vraiment rien, quoi. À partir de ce moment-là, ils peuvent poster des contenus. Et ils le font. Hein. Alors, ça, pas tout le monde. On a des spécialistes sur certaines questions. On a aussi des photographes animaliers qui nous postent des magnifiques photos en ce moment de Brame du Cerf. Donc, mais bon, ça fait partie ça fait partie du truc.
Je vais aller un petit peu plus, parce que sinon je pense que je vais passer une demi-heure. Hein. Il faut m'arrêter, hein, parce que quand je suis lancée... Gardez-en un peu sous le pied, voilà. Ça pourra servir. Voilà. Voilà. Donc, juste très rapidement, les deux autres, puis après je vous montrerai peut-être aussi le détail. Donc ça, c'était la première chose. En février 2020, avant les événements qu'on connaît, on a produit ce qu'on appelle, nous, un cours rédactionnel. En fait, c'est une sorte de grosse enquête sur 2 pages, quoi, dans l'édition. Et là, c'était avant les municipales, donc on s'est emparé de la question qu'est-ce que vous aimeriez que votre prochain maire fasse pour le climat et l'environnement dans votre commune? On a fait une consultation via le fameux groupe Facebook pour que les thèmes soient déterminés par les internautes. Et à partir de ces thèmes, on s'est emparé chacun des sujets. Dans chaque département, on a fait un reportage de terrain sur une solution, quelque chose qui existait déjà et qui nous semblait vertueux, qui répondait à ces thématiques. Et on a publié, ça aussi c'était une première dans le journal, c'est encore l'idée de la transversalité. On a publié cette enquête sur 2 pages le même jour dans toutes les éditions. Et dans ces 2 pages, il y avait un article général. J'ai pris je vous en ai imprimé parce que je n'ai pas retrouvé les journaux de l'époque. Mais il y en a 2 jeux si vous voulez les faire tourner. Parce que c'est dans 2 départements différents. C'est pour vous montrer l'architecture. Voilà. Je vous ferai tourner l'autre. L'architecture du truc. C'est-à-dire que le premier papier ici, c'était un papier commun qui expliquait la démarche. Et l'enquête. Et après, les 5 autres articles, donc c'était un article par département, donc un exemple par département d'une action positive, de quelque chose qui avait porté ses fruits ou qui était en cours. Et la particularité, c'était que dans chaque département, le papier de la 2e page était le sujet du département en question. Donc, ce n'était pas la même place. On a fait tourner les articles d'une édition à l'autre parce que c'était déjà compliqué de faire admettre à nos collègues des autres départements de publier des articles qui n'étaient pas sur leur territoire. Mais l'environnement, le climat, il n'y a pas de frontières, quoi. Hein. Donc là, on reste dans notre zone de diffusion, qui plus est. Et puis, c'est des problématiques. Une histoire de cantine dans un département, ça peut parfaitement intéresser les gens d'un autre département qui se disent « Ah ben, on pourrait faire ça chez nous. » quoi. Donc, c'était ça l'idée aussi, quoi. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième grosse production, j'ai envie de dire. Et la 3e, c'est celle-ci, c'est tout frais. Là, ça date du mois de juin de cette année. C'est un supplément qu'on a réalisé, c'est une enquête. J'en ai amené quelques-uns aussi, vous pourrez les prendre pour les regarder. Donc là, pour le coup, c'est un 8 pages, et c'est une enquête sur le verre qu'on a réalisée, donc à plusieurs journalistes, alors pas seulement les 5 du départ, hein, parce que des gens, certains sont partis, d'autres sont venus se greffer, etc. Et où là, carrément, on a à la fois, évidemment, là-dedans aussi, un aspect traité dans chacun de nos départements, mais on est aussi allé au-delà de nos frontières. On est allé en Alsace voir comment ça se passait, la consigne. On est allé à Cognac, à l'endroit, l'usine, où toutes les bouteilles en verre jetées ici à Tours sont fondues. Et on a expliqué aux gens ce que devenaient leurs bouteilles, combien de kilomètres elles faisaient, combien de tonnes de CO2 ça dégageait, etc. etc. Enfin bon, voilà, quoi. Donc ça, c'était le dernier petit truc en date. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Alexandre Marsat, à propos d'aller voir à côté, Nice Matin, il y a déjà quelques temps, avait mené une enquête sur les loups. Les loups, et vous aviez été voir en Italie comment ça se passait. Peut-être pour aller voir sur le terrain l'importance du loup, les dégâts qu'il causait. Vous étiez confronté à une forme d'anxiété aussi localement. Alors c'est un sujet très très polémique et très clivant, le loup. Voilà. Parce que dans les Pyrénées, on a l'ours. Voilà, oui, parce qu'on a évidemment les agriculteurs, parce que voilà, c'est le prédateur, donc tout ce qui est pastoralisme, donc ils sont anti-loups. Ouais. On a les associations de défense de l'environnement et surtout du sauvage. C'est comment on laisse la place à un animal sauvage, en fait. Qui eux sont pour la défense du loup. Et donc nous on a abordé ce dossier sur le loup en se disant je pense que si on arrive à
finalement à ne satisfaire ni les uns ni les autres, c'est qu'on aura réussi. Non, donc on s'est dit, voilà, quelle est la situation chez nous, décryptée, et en Italie, ça a l'air d'être un peu moins tendu, ce qui ne veut pas dire que c'est extraordinaire, mais du coup, on a essayé de trouver un berger, enfin en l'occurrence, c'était effectivement quelqu'un qui était de l'autre côté de la frontière, c'est facile pour nous, on est frontalier, et on est allé voir comment, en fait, quels étaient, mais vraiment, on est beaucoup dans le comment il faisait pour que ça se passe bien. Alors lui, il habite dans un parc naturel, donc il me disait, moi, mon troupeau, il est au milieu d'une meute de loups. Alors on s'est dit, mais incroyable, donc on est allé voir, donc il nous a expliqué, et effectivement, après on explique, est-ce que c'est transposable chez nous? Il y a beaucoup de limites, c'est-à-dire que son troupeau, c'est pas... c'est des beaucoup plus petites exploitations en fait. Donc on n'est pas du tout sur le même volume, sur le même nombre de... Je ne sais plus combien c'était, mais c'était peut-être 500, 600 bêtes. Dans le sud-est, on est à 1000, 1500, 2000. Donc voilà, tout n'est pas forcément transposable. Mais du coup, quand on est allé rencontrer cet agriculteur, Maurizio, qu'on a publié le sujet, alors, il y avait une vidéo et un article long format. On a eu pas mal de courriers de lecteurs qui trouvaient vraiment intéressant qu'on soit allé voir ailleurs. Et après, on a tous nos agriculteurs de la région qui nous ont dit « mais il ment, c'est pas possible ». Enfin, voilà, donc c'était assez passionnel. Et c'est vrai que nous, journalistes de presse quotidienne régionale, enfin peut-être que tu me démentiras, mais on a toujours tendance à penser que les gens ont envie qu'on leur parle de chez eux. Non, je suis d'accord avec toi. Nous, alors par contre, mais je pense que nous, les journalistes, on pense qu'il faut qu'on traite les choses comme ça. Et comme tu disais, c'est marrant, parler d'un autre département qui a une bonne initiative, ben oui, pourquoi pas, voilà. en fait. Et donc là, c'est vrai qu'on est en train maintenant d'essayer d'ancrer ça. On a fait un sujet sur les transports, le vélo. Chez nous, on est en retard, mais ça paraît incroyable. Se déplacer à vélo pour aller travailler, c'est juste... Je pense qu'on a 15 ans de retard. Donc on est allé voir des villes. Alors Strasbourg est toujours celle qu'on cite parce qu'elle est vraiment très très en pointe. Mais on est allé voir des villes qui ont accéléré un peu plus récemment. Alors je crois qu'on a des Bordelais parmi nous. Enfin, du coup, on est allé voir à Bordeaux comment ils avaient réussi quand même à accélérer un peu. Oui. Et on leur a demandé de décortiquer qu'est-ce qui a été difficile, pas difficile. Et du coup, dans notre enquête sur les déplacements, on a donné l'exemple de Bordeaux. Et en fait, on trouve que c'est vertueux parce que ça montre qu'en fait, on peut faire la même chose que chez nous. Il faut juste qu'il y ait une volonté politique. Voilà, donc je pense que c'est aussi en presse locale, pas s'interdire effectivement d'aller à l'étranger. Bon là, c'était pas loin, hein, l'étranger, c'était comme c'était un département voisin. Mais, nous, l'Alsace, c'était quasi l'étranger. Ah, hein, oui, Tours. Mais en fait, d'ouvrir, voilà, une bonne initiative qui expliquait pourquoi c'est une bonne initiative. Je trouve que ça a toute sa place et c'est vraiment intéressant. Donc peut-être des choses à imaginer entre journaux régionaux, de pouvoir se mettre mutualisés. Exactement. Tout à fait. Alexandre Marsat, il a beaucoup attendu. Non, merci beaucoup, c'est intéressant parce que la transition est toute faite. On pourrait croire que c'est téléphoné, mais pas du tout, sur le loup. Alors, on parlait de la page Facebook à l'ANR. Donc, il est bordelais, et on est au même club de la presse. Oui, donc c'est difficile de tutoyer. Alors, on va se tutoyer. Et je crois savoir que Curieux.live est très présent sur les réseaux sociaux, a plus de 2000 abonnés. Donc, Curieux.live est sur les réseaux sociaux et traite l'information locale. Comment vous faites ? Oui, alors avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur le loup en fait, parce que ça permet justement d'expliquer un peu la ligne éditoriale de Curieux. Nous, le loup est arrivé en Nouvelle-Aquitaine il y a un petit moment déjà. Et nous, notre ligne éditoriale, par exemple, alors je vais vous expliquer un peu la genèse, ça sera assez rapide parce que le média n'a que 3 ans. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera rapide. Sur le loup, nous, par exemple, on va faire un sujet pour éclairer l'opinion. Nous, on n'a pas d'opinion, évidemment, en tant que journaliste, mais que chacun puisse se forger une opinion avec des faits factuels, concrets, scientifiques. On le verra puisque on est un magazine qui se base sur le consensus scientifique. Et sur le loup, on va prendre en fait le sujet pour voir quel est l'impact du loup, quelle est la difficulté de voir le loup, quels sont les avantages aussi de voir le loup. Puis après, à vous de vous faire votre propre idée. Et vous en avez certainement une déjà, mais vous allez vous forger votre opinion à partir des faits. Je change un petit peu sur un autre sujet, mais pour vous expliquer cette démarche-là, je donne souvent l'exemple de la 5G. On a tous une idée sur la 5G. Qui peut m'expliquer comment fonctionne la 5G ? Voilà. Et pourtant, on a tous un avis sur la 5G. Donc nous, on va faire un sujet en fait pour décortiquer le fonctionnement de la 5G, expliquer comment
pourquoi la 5G arrive, est arrivée d'ailleurs maintenant, et puis après, à vous de vous faire un avis sur le sujet. Sur le loup est arrivé en Nouvelle-Aquitaine, il arrive en Charente, en Dordogne, il est remonté dans cette région déjà, et il se trouve qu'avant son arrivée, en tout cas sa détection, parce qu'il était certainement là avant, il y a un réseau d'entente qui a été, donc réseau d'entente, c'est le nom, qui a été créé par la Chambre d'agriculture, poussé par la région de Nouvelle-Aquitaine, et ça c'est une initiative locale dont on a parlé avant, 6 mois après, de voir le loup en fait traverser la Charente et la Dordogne et remonter. Alors pour répondre à ta question, Richard, on va se tutoyer en effet parce qu'on est au club, et merci à l'UCP2F et aux assises d'ailleurs de cette matinée, de cette organisation. Alors Curieux en fait c'est un média qui a été créé il y a 3 ans, porté par les... Alors, Curieux.live, comme je vois que vous avez évidemment, comme nous, devant les smartphones, Curieux.live, donc ça a été créé il y a 3 ans, en septembre 2018, sous une idée originale des centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine. Alors, les centres de sciences, c'est des musées de sciences. C'est plus simple de le dire comme ça. Vous connaissez Univers Sciences, évidemment, donc on va avoir la même chose en région. Le métier de la médiation scientifique. Et les 4 centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine, l'Espace Mendes France à Poitiers, pas très loin d'ici, Récréasciences à Limoges, Cap Science à Bordeaux et la Odyssée à Mourinx à côté de Pau, ont décidé d'unir leurs forces pour créer un média, et créer un média qui serait là pour déconstruire les idées reçues et les fake news. 2 choses différentes quand même, pour resituer. Idées reçues, vous pensez que la pleine lune est responsable de votre insomnie. C'est faux. Mais c'est une idée reçue et ça fait pas de mal. Voilà. Même si là, vous commencez à prendre du jus d'orange pour éviter les rhumes, ça fait pas de mal. Petit rappel, le rhume est un virus. Donc, le jus d'orange, c'est bon, mais ça ne nous servira à rien. La fake news, pour le coup, elle est beaucoup plus dangereuse. Et nous, on a observé, alors 2018, on est au début, au milieu de la présidence de Donald Trump, avec tout ce qu'on sait de l'explosion des fake news à ce moment-là et de comment il va s'en servir, et Bolsonaro avant lui. Et on remarque évidemment qu'en fait les fake news, elles ont toutes pour base la contestation du consensus scientifique. Et quand elles n'ont pas pour base la contestation du consensus scientifique, la réponse est scientifique. Je vous dis ça parce que je peux voir la contestation derrière en disant mais non, mais là par exemple on va rentrer dans une phase d'élection présidentielle en France. Il y a des fake news, il faut faire du vrai du faux autour des sujets qui peuvent être donnés par des candidats et des candidates. Prenons un sujet, les retraites. On entend tout et son contraire. En fait, la réponse, elle va être scientifique. C'est-à-dire, elle va passer par l'économie, par des faits concrets sur l'économie. L'économie, c'est une science. Donc tout, en fait, alors tout, je veux dire 99%, pour en garder de côté si jamais vous avez un exemple, c'est lié aux sciences. Donc à partir de là, les centres de sciences ont dit, nous, on va rentrer dans la bataille maintenant. On va sur le front, comme dirait Hugo Clément. Sur le front, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc ce média a été créé, porté par les centres de sciences de Nouvelle-Aquitaine pour déconstruire les fake news, qu'on appelle débunker. Et comme disait Bruno Patino, d'ailleurs, il y a 15 jours dans Télérama, le président d'Arte, il faut aller là où ça se passe, pour les jeunes notamment. Mais ça se passe sur les smartphones et donc ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc on a investi en fait le champ des réseaux sociaux en l'utilisant vraiment comme média de diffusion et pas seulement comme relais de la publication du site Curieux.live, ce que fait globalement la presse, et pour une raison de modèle économique par ailleurs. Et donc on a investi ce champ des réseaux sociaux, évidemment en premier lieu Facebook, Instagram, où on fait des contenus spécifiques en fait pour la diffusion d'Instagram, donc des contenus de journalisme scientifique et d'information scientifique, de débunkage spécifique en fait pour ce contenu-là. Alors on est à 215 000 followers sur Instagram. On a investi TikTok il y a 1 an et demi à peu près au moment du Covid. Là aussi on s'est dit pour les jeunes ça se passe là. Alors on peut tous avoir un avis là aussi sur TikTok. Si vous avez un avis mais que vous n'y êtes pas, ouvrez un compte. Ne publiez pas, c'est pas le sujet, mais ouvrez un compte pour voir ce qui s'y passe. On a passé les 1 million d'abonnés il y a 10 jours. Donc ça fait de nous un des premiers médias en fait sur TikTok et le premier média d'information scientifique sur TikTok. Pourquoi en fait on a cette audience-là? Alors aujourd'hui on est entre 30 à 40 millions de personnes par mois et le site représente une part minime en fait, le site web, très minime de ces
Ça se compte en quelques pourcentages à peine de cette audience-là. Parce qu'on va vraiment chercher cette cible-là qui ne va pas dans les centres de sciences. Tout simplement, qui ne va pas sur les sites d'information scientifique. Nous, on se définit comme un média populaire, d'éducation populaire. On va donc vers ces réseaux-là en disant ça se passe ici, et on se définit en fait comme un média généraliste qui traite de sciences, et non pas un média scientifique. Il y a des médias qui font ça très très bien. Science et Avenir, Science et Vie et plein d'autres font ça très très bien. Moi je suis lecteur évidemment de ces médias-là, mais quand on est lecteur on a des appétences en fait. C'est une niche importante d'ailleurs dans la presse, mais on a envie de science, on aime ça. Nous on veut toucher ceux qui sont loin en fait des sciences. Et pour revenir sur ces sujets environnementaux, puisque quand on parle de fake news, évidemment, il y a beaucoup de fake news autour des sujets environnementaux. Juste pour TikTok, un exemple pour essayer de vous convertir. Nous, on a fait un sujet en fait sur TikTok. Qu'est-ce que la physique quantique sur TikTok? Le premier, je me disais, qu'est-ce que la physique quantique? Déjà, voilà, faut se concentrer un petit peu. C'est une de nos meilleures audiences. Un meilleur taux d'engagement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une attente. Et les collégiens qui sont sur TikTok, et il n'y a pas que des collégiens. C'est un réseau social qu'on croit jeune, mais pas du tout. Il est en train de vieillir, en quelque sorte. Mais ils sont là, ils consomment de l'information, ils consomment des contenus qui ne sont pas tout de l'information, mais il y a une attente. Et donc, quand on pousse ce sujet-là, eh bien, ils le regardent, les internautes qui sont dessus. Donc sur l'environnement, beaucoup de fake news en fait tournent autour de l'environnement pour des raisons que mes voisins de gauche et de droite pourront expliquer. L'environnement en fait et surtout le changement climatique et le changement global, ça nous remue. Ça nous remue nous individuellement en disant waouh, on a en face de nous quand même un précipice. Comment on fait? Et du coup, on n'y croit pas. Donc là, les fake news peuvent aussi sur l'émotion plus facilement passer. Et puis quand il y a une fake news, c'est pas juste, alors il y a un peu pour faire de l'audience comme un média l'a démontré en début de mois, mais il y a aussi le fait que derrière ça, quand on met en place, quand on essaye, parce qu'on ne met pas grand chose en place, mais quand les gouvernements essayent de mettre en place ou les associations poussent à mettre en place des choses pour agir contre le réchauffement ou en tout cas pour s'y adapter, et bien en fait ça remue beaucoup de lobbies productivistes, et de fait il y a des fake news en fait qui sont engendrées derrière ça pour essayer de contrecarrer ces volontés, ces initiatives. Donc nous pour ça on fait des sujets autour, alors je regarde en même temps ce que tu disais tout à l'heure Richard, on déconstruit donc les fake news, mais surtout comme on est un média qui est dont la base, la genèse est régionale sur la Nouvelle-Aquitaine, on pousse aussi les initiatives. Très rapidement, vous avez compris, en fait, on a 3 axes. On déconstruit les fake news et idées reçues. On présente la révolution numérique pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer et mieux aborder cette révolution-là. Il y a la robotisation des métiers, il y a la 5G qui arrive, très bien. On en a peur. Il ne s'agit pas d'en avoir peur. Il s'agit de savoir ce qui se passe. Et puis après, là aussi, on combat pas. Libre à vous de vous faire votre opinion et d'agir ou pas d'ailleurs. Et puis le 3e axe, c'est pousser les initiatives locales du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui se fait de bien sur le territoire et qui montre la richesse du territoire. Et quand on parle territoire, et notamment les médias, on est souvent, et je parle pas des médias locaux justement, on est souvent en fait sur les grandes métropoles et on va pas dans les zones périurbaines et rurales. L'idée là, c'est de reprendre les fondamentaux de la presse locale et de parler de ce qui se fait sur le territoire. Et donc on pousse ces initiatives. Et quand je dis innovation, vous avez peut-être tout de suite en tête l'innovation technologique. Non, il y a de l'innovation sociale par exemple. On fait un sujet sur une ferme aquaponique qui s'installe en Gironde, qui va être la principale en Europe. C'est l'innovation. Le réseau d'entente dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une forme d'innovation aussi. La chambre d'agriculture
les bergers et une collectivité, la Chambre d'agriculture, les bergers et les protecteurs de l'environnement, qui se mettent autour de la table. On aura l'ARB qui fait ça depuis toujours. C'est pas évident. Et donc c'est une forme d'innovation. Donc si le sujet qui a les bonnes initiatives et idées pour préserver l'environnement, c'est un dossier, sur le web, en fait, on vient faire un post et on met tous les sujets dedans qui ont été faits. C'est ce qu'on a fait dans ce post-là. C'était pour la journée mondiale ou internationale pour l'environnement début juin, je crois que c'est le 4 ou 6 juin, le 4 juin. Et donc on avait fait ça en fait pour montrer tous les sujets qu'on avait fait sur l'environnement et les initiatives en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous pouvez le retrouver, c'est le premier post, on l'a épinglé pour les assises justement. Et par exemple à Cussac-Fort-Médoc, et je m'arrêterai là pour boucler, pour faire un clin d'œil à ma consoeur de Nice Matin, à Cussac-Fort-Médoc, donc c'est dans le Médoc, un peu vers le nord de la Gironde. Cussac-Fort-Médoc, c'est 2000 habitants. Hein. Le Médoc, c'est une zone rurale, agricole, viticole. Il y a eu la volonté, en fait, du conseil municipal de mettre en place une régie municipale, une régie agricole municipale. Il y en a eu une en France, c'était à Mans-Sartoux, chez toi, dans l'arrière-pays cannois, à côté de Grasse. Et donc c'est la deuxième en fait qui a été mise en place, et ça c'est à Cussac-Fort-Médoc pour alimenter en fait les cantines scolaires. Ça c'est une super initiative locale, et c'est aussi une forme d'innovation. Et donc en parler, c'est aussi à un moment donné montrer que ça existe et pousser à notre communauté de 30 millions de personnes par mois le fait que en fait on peut le mettre en place. Moi je suis originaire j'habite en métropole, à Bordeaux Métropole, pardon, donc vraiment dans une zone urbaine forte, et il est difficile de se dire en fait on peut le faire aussi sur des villes de 20 à 25 000 habitants. Non, en fait quand on regarde justement, on peut aller interpeller les acteurs, les élus en disant si, regardez, ça peut se faire. Mans-Sartoux, c'est 12 000 habitants, je crois. Vous êtes bien présenté, c'est très bien, vous avez exposé déjà. Mais justement, juste pour rebondir par rapport aux villes de taille moyenne, Ouais. pour avoir fait effectivement quelques sujets sur les villes en 2040 et ces innovations en termes d'aménagement et les innovations sociales, en tout cas les observateurs dans notre région, ils remarquent une vraie dynamique dans ces villes de taille moyenne, petite ou de taille moyenne, notamment sur la question, peut-être on en reviendra plus tard, sur le zéro artificialisation nette, comment on repense la ville, comment on reconstruit des choses laissées en friche, on arrête d'étaler. Chez nous, c'est Draguignan, donc c'est 30 000 habitants à peu près. Donc il y a beaucoup de dynamique. Enfin, tout ne se joue pas dans les métropoles. Au contraire, les métropoles sont peut-être plus lourdes à bouger. Et du coup, pour nous, journaux locaux, c'est aussi une mine de sujets de parler de ces villes autrement que comme des villes... finalement, peut-être un peu ringarde, où il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, il se passe beaucoup de choses. Il y a des phénomènes très intéressants liés à la Covid-19 en Aquitaine, et aussi une politique de prix de l'immobilier qui fait qui pousse beaucoup qui pousse beaucoup de personnes, des cadres moyens pour la plupart, beaucoup, et encore plus les milieux qui ont moins de moyens, à partir dans la périphérie, donc à partir à Libourne, c'est donc vers le nord, ou ensuite Gironde, pour une démarche plus environnementale, plus agricole. Et en fait, tout est lié. Enfin, la métropole crée des conditions de vie telles que les gens partent dans la métropole pour découvrir un univers plus agréable, un cadre de vie plus agréable. Je vais peut-être un tout petit peu vous demander d'accélérer dans la mesure où... Est-ce qu'il marche ce micro? Voilà. Oui, il marchait. Il marche? Oui, il marche. Je voulais vous poser une question par rapport à vos structures, et puis je voudrais surtout donner du temps après aux environnementaux. Est-ce que l'information locale, vous la développez spécifiquement sur le climat ou sur l'environnement, ou est-ce que vous vous saisissez des sujets et implicitement vous êtes amené à parler du climat et de l'environnement? Je vais vous citer l'exemple de BFM TV. Donc il y avait un représentant de BFM TV Environnement hier.
Donc il a pris la parole et on était donc avec d'autres collègues, on a été le voir, on lui a demandé combien vous êtes à BFM TV Environnement. Il est tout seul. Et là, vous parlez d'organisation, de réseau entre rédactions. Donc, vous allez loin quand même. Vous commencez vraiment à faire bouger les choses en interne. Comment vous organisez? Par exemple, est-ce que Curieux, vous reposez sur un réseau de journalistes ou est-ce que c'est des correspondants? Voilà. Comment vous faites bouger les choses? Côté Curieux, mais c'est un média un peu à part, c'est un petit média à grosse audience, on pourrait dire. Donc il y a l'équipe, en fait, c'est 5 titulaires dans le média, directeur de projet, rédacteur en chef, social media manager, vidéaste, etc. 6 pigistes, évidemment, encartés pour la partie vraiment écriture d'articles, qui sont après remoulinés pour donner d'autres formats sur les réseaux sociaux. Il y a une trentaine d'auteurs d'illustrations pour Instagram. On travaille avec beaucoup de vidéastes et des influenceurs dans notre domaine scientifique. Et surtout, et c'est là, nous, notre richesse, et en tout cas, c'est comme ça aussi qu'on arrive à détecter les sujets sur les territoires. Alors d'abord, les pigistes sont sur les territoires, des 3 anciennes régions qui ont formé la Nouvelle-Aquitaine. Mais surtout, en fait, on a élargi le comité éditorial aux 4 centres, en fait, porteurs du média. Et dans le comité édito, je suis le seul journaliste, en fait. Et ça permet de porter un autre regard sur ce qui se passe. Et on a du community manager qui a 20 ans au responsable de com qui a 60 ans dans un centre de sciences. Et donc on a une grande diversité d'approches, d'attentes, et qui sont sur leur territoire surtout. Et les médiateurs et salariés des 4 centres de sciences nous font remonter aussi des sujets qui se passent sur leur territoire. Petit média, mais on arrive comme ça en fait à mailler le territoire et à faire remonter, sinon clairement on n'y parviendrait pas. Oui, alors justement l'idée c'était donc au départ avec la création de ce groupe, c'était vraiment sur la base du volontariat des journalistes, hein, donc il n'y avait pas de journaliste forcément identifié dans chaque édition spécialiste de l'environnement, parce que comme je le disais, on ne savait pas trop comment traiter ce sujet finalement, hein. C'était ou institutionnel, ou c'était du coup par coup, mais il n'y avait pas grand-chose derrière. Donc c'était plus la motivation des gens qui a fait un petit peu avancer. Et donc au fur et à mesure que ce groupe a commencé à prendre un petit peu de visibilité et qu'on a commencé à faire un petit peu... parce que même pour être crédible en interne, il fallait qu'on produise quelque chose dans les pages du journal. Parce que le groupe Facebook, autant vous dire, les journalistes, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en presse locale, on a une certaine moyenne d'âge, j'ai envie de dire, chez les journalistes, et une moyenne d'âge dans la tête, quoi, parce que ce n'est pas une question d'état civil. Mais c'est, oh là, les réseaux sociaux... Bon, hein, donc on va faire un peu de promo dessus, mais en dehors de ça, voilà quoi. Donc ça manque un peu de crédibilité. Donc quand on a pu produire un premier contenu dans les pages, déjà nos propres collègues se sont plus intéressés à ce qu'on faisait. Et du coup, il y a eu un petit effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a des gens qui nous ont rejoints, alors d'autres journalistes, mais aussi, en dehors de ça, une infographiste du journal qui est venue nous proposer ces services. Le community manager sur lequel je me suis beaucoup appuyée au départ sur comment est-ce qu'on poste des trucs bien, etc., pour créer sa communauté et tout, parce que je n'étais pas non plus une spécialiste. Et notre documentaliste du journal qui est celle en plus qui est franchement une des mieux placées pour faire de la veille d'information. Et du coup, ça nous a permis aussi, grâce à elle, de constituer des dossiers. Donc on s'est ouvert aussi un espace collaboratif. Alors, je vous parle de tout ça, c'était en plein pendant la pandémie, hein, donc on était tous en télétravail à gauche, à droite. Donc voilà, on s'est approprié d'autres outils, et donc notamment à travers des dossiers de drive partagés, etc., qu'elle enrichissait, elle, de contenus venant d'autres médias, etc., d'autres sources. Et puis nous, sur les territoires aussi, en enrichissant tout ça, quoi. Donc oui, ça... Petit à petit, on se rend compte aussi que ça infuse, entre guillemets, dans les rédactions et qu'il y a un autre regard sur la manière de traiter les sujets, quoi. Est-ce que vous allez embaucher, non pas à court terme, à moyen terme, mais
ou est-ce que vous allez travailler en interne? Qu'est-ce que vous voulez dire par embaucher? Embaucher, voilà. Parce qu'embaucher, on embauche régulièrement, mais je veux dire pas des journalistes spécialisés sur l'environnement, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Non, parce que l'idée, c'est pas d'embaucher des journalistes spécialisés, c'est de permettre aux journalistes qui aujourd'hui, beaucoup ont quand même ce sujet en tête et savent que c'est un sujet important, de leur donner les outils pour mieux le traiter et mieux l'exprimer, quoi. Et donc, est-ce que vous êtes monté en compétence? Là, j'aborde le côté formation. C'est ça l'idée. Parce que vous avez un lectorat ou sur les réseaux sociaux des participants qui sont très exigeants. Pour certains, ils sont très informés. Enfin, ils sont à la pointe de l'information, ils consultent beaucoup de sites. Vous devez monter en compétence, je pense, pour répondre aux attentes, sans doute. Oui. Non, mais c'est l'idée. C'est justement, alors ce premier pas, c'est notamment la constitution de ces dossiers qui sont vraiment des ressources partagées et qui permettent aux journalistes qui s'intéressent à un sujet d'aller interroger cette sorte de banque de données interne qui a été constituée, thématique, et de trouver déjà des ressources. Et puis, on a aussi, à travers dans les membres du groupe Facebook, alors il y a un peu tout, je vous ai dit, il y a des gens qui postent des photos de Bram Dussert, mais il y a aussi des gens qui sont très pointus sur certains sujets. Alors, ça peut être les énergies renouvelables, il y a vraiment les haies, par exemple, ça c'est un gros sujet, parce qu'on est dans des départements qui sont quand même assez ruraux, hein, donc les sujets qui ont un rapport avec l'agriculture reviennent souvent. Et donc là, ça permet aussi d'identifier des experts et de pouvoir faire appel à eux ensuite dans le traitement journalistique. Et en termes de besoins donc, de formation ou de recherche de ressources, comment travaillez-vous avec des interlocuteurs comme la FNE et l'Agence régionale de biodiversité? Qu'est-ce que vous allez rechercher? À quel moment vous allez le rechercher? Peut-être que je vais te donner la parole à Pauline. On va présenter un peu ce qu'on peut apporter. Pour lui demander, est-ce que vous êtes sollicité par les journalistes sur des thèmes liés au climat et à l'environnement? Harcelé parfois. Et comment? Est-ce que c'est sur le court terme, c'est-à-dire pour répondre à l'urgence d'un sujet, inondation, incendie, ou est-ce que vous êtes consulté en tant que centre de ressources pour une réflexion plus longue dans le temps? Alors justement, il y a dans la salle des journalistes avec lesquels on a l'habitude de travailler, dont Madame Simon, qui était venue à une de nos rencontres thématiques. Donc nous, Agence régionale de la biodiversité, on est quand même assez récent, c'est-à-dire qu'on existe depuis 2019. Et il y a sur le territoire différents acteurs qui existaient antérieurement. Donc déjà, c'est aussi nous faire connaître vis-à-vis de la presse en tant que centre de ressources, puisque c'est une de nos missions principales. Hein. On a été créé notamment pour ça, pour aussi animer les connaissances scientifiques et les déployer vers les différents publics, que ce soit les citoyens et les décideurs, pour faire de l'animation territoriale auprès des collectivités territoriales sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, sur les territoires engagés pour la nature. Et puis, il y a toute ma partie mobilisation citoyenne qui est aussi faire culture de la nature et puis activer les acteurs, que ce soit les entreprises, les citoyens, etc. Donc là, on est dans une phase où il faut déjà se faire connaître et on a eu l'occasion de travailler ensemble avec la République du Centre, la Nouvelle République également, parce qu'effectivement, l'agence propose des rencontres thématiques, donc des journées techniques ou des journées professionnelles. Il y a eu une journée il y a 2 ans à Blois sur le climat et la biodiversité, à laquelle Mme Simon était présente, qui était un moment d'acculturation de tous les acteurs, que ce soit les aménageurs, les scientifiques, pour partager la connaissance et les compétences, faire du retour d'expérience d'action dans les territoires. Et puis c'était un moment du coup, certainement, et puis vous pourrez témoigner pour elle, d'acculturation de sujets très complexes parfois et dont on n'imagine pas non plus que ça puisse exister et de voir aussi les ramifications de tous ces sujets.
Et puis, dans le travail qu'on fait ponctuellement aussi avec la République du Centre ou France Bleu Orléans, c'est qu'effectivement, nous, on va être proposants de contenu parce qu'il y a un événement, un mois de la biodiversité, la sortie d'un rapport type état des lieux régional de la biodiversité et d'autres sujets. Et puis après, c'est le temps de discussion avec le journaliste qui dit tiens, voilà, moi j'ai ce sujet qui va venir parce qu'on est en train de travailler dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Quand est-ce que vous voudriez le traiter? Donc souvent je suis appelée parce que j'envoie un communiqué de presse et puis finalement on va traiter d'autres sujets comme un reportage qui est sorti sur la République du Centre autour des territoires engagés pour la nature par exemple. Et puis ce qu'on est en train de développer surtout, c'est un portail régional de la biodiversité qui est construit autour de... En fait, qui est pensé depuis son origine comme un média type webzine d'information des publics. Et donc les publics, ce n'est pas que les citoyens, c'est aussi les décideurs et les acteurs privés et publics pour découvrir ce qu'est la biodiversité, toutes les connaissances qui sont aujourd'hui à disposition et qui ne sont pas que produites par l'Agence régionale de la biodiversité, mais elle les centralise, qui sont notamment produites par les naturalistes, dont France Nature Environnement Centre-Val de Loire. Comprendre les phénomènes, comprendre la complexité, parce que je pense qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus qui est aussi d'acculturer l'ensemble de la population à, c'est ce qu'on disait, alors souvent il va y avoir des fake news ou des interprétations, voilà, des sujets qui sont très cristallisants, mais en fait il faut réussir à faire comprendre cette complexité et la mettre vraiment en perspective, et puis ensuite agir, parce qu'à partir du moment où on a compris, enfin, on connaît, on comprend et on peut ensuite agir. Et donc, c'est aussi un moyen, quelque part, de apporter des solutions concrètes à destination de différents publics. Ça va sur l'aménagement du territoire jusqu'à individuellement dans son jardin, qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est relié à des réalités de territoire. En région Centre-Val de Loire, on a un territoire qui est pas le même qu'en PACA ou ailleurs. Et donc voilà, on a aussi ce travail à l'Agence régionale de la biodiversité de prospective. J'entendais le mot tout à l'heure. J'ai ma collègue dans la salle qui est justement sur un scénario, Pascal Larmande, qui est spécialiste des solutions d'adaptation fondées sur la nature et qui est en train de construire un scénario de la vulnérabilité de la région de Centre-Val de Loire au changement climatique et les impacts sur la biodiversité et comment les solutions d'adaptation fondées sur la nature peuvent être une réponse sur les décisions d'aménagement ou autres. Et donc effectivement, on a aussi au sein de l'agence, vous disiez tout à l'heure, voilà, c'est pas toujours facile de faire travailler ensemble différentes polarités et acteurs, mais c'est vraiment notre rôle en fait, c'est d'animer de façon pacifique, mais vraiment dans une coopération d'acteurs, d'animer et de concerter les points de vue, les connaissances, les moyens et de pouvoir se parler d'un sujet de manière globale. Donc il y a eu par exemple en mai de l'année dernière un séminaire dédié à l'agriculture, biodiversité et agriculture, qui a donné naissance à tous les travaux de ma collègue sur l'Observatoire régional de la biodiversité. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi l'état des lieux aussi des enjeux en Centre-Val de Loire, des actions qu'on connaît, et qui derrière va alimenter un dossier thématique. Ce dossier thématique, pour moi, c'est une porte où c'est une invitation quelque part à ce que, d'une part, ceux qui vont sur notre site puissent s'en saisir, mais aussi à pouvoir alimenter les journalistes de contenus pour lesquels après ils peuvent revenir plus tard dans leur rédaction. Donc effectivement, ce que disait Madame Simon sur la formation, comment est-ce qu'on fait monter en compétence des journalistes généralistes, et ça se fait aussi avec des acteurs comme nous, où nos formations sont ouvertes. Et là, je me nourris vraiment de tout ce qui a été dit, parce que pour une petite histoire, avant je travaillais en établissement public scientifique, j'avais fait venir le PJT, l'École publique du journalisme de Tours. On avait sur une journée monté une rencontre entre chercheurs et étudiants en journalisme pour qu'ils aillent traiter des sujets sur nos différents laboratoires, comprendre les enjeux liés au sol, au sous-sol, la géothermie, etc. Et du coup, pouvoir
dans leurs différents domaines de compétences, que ce soit la presse écrite, la radio ou la télé, aller interroger des chercheurs et puis traiter un sujet. Et c'était aussi un moyen pour nos chercheurs de savoir comment les journalistes travaillent, quelles sont les questions qui sont posées, quels sont un petit peu les réflexes à avoir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se structure aussi au sein de l'Agence régionale de la biodiversité, à identifier des experts, à faire monter aussi en compétence nos experts sur une réponse auprès des journalistes, et puis de travailler vraiment, de construire une relation partenariale avec les journalistes. Quels sont un petit peu les besoins en matière de prospective ? Il y a eu des articles sur Loiret 2040 avec un partenariat ESJ Pro et Nouvelle République. Tout ça, en fait, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut être identifié comme une ressource, travailler en amont des sujets, et puis réussir à jongler entre l'actualité et puis la prospective. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Samuel Sénard, est-ce que vous sortez beaucoup hors les murs ? Est-ce que, puisque nous sommes l'UCP2M un peu partout en France, est-ce que vous seriez prêt à aller dans les clubs de la presse pour rencontrer des journalistes comme Alexandre Marsat et d'autres ? Est-ce que vous seriez prêt, les agences régionales de la biodiversité, à aller dans les écoles de journalisme de France Voilà, je pense qu'il faut si on est là aujourd'hui à Tours à parler de ce sujet, il faut, je pense, enclencher une dynamique. Il faut essayer de mieux cerner les attentes, vos attentes, celles des journalistes. Tout à fait. Je prends l'exemple d'Alexandre Marsat. Il nous parlait de la qualité des experts tout à l'heure. Il s'est trouvé aussi des experts tout seul, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais s'il existait une sorte de réseau de connaissances, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait aussi... Alors, c'est aussi l'intérêt, des fois, et toutes les structures n'ont pas forcément les ressources humaines pour ça. Nous, à l'Agence régionale, c'est mon rôle en tant que chargée de mission communication et mobilisation citoyenne. Donc, effectivement, de pouvoir aller dans des associations professionnelles, c'est effectivement le temps qu'il faut que j'y dégage, mais l'envie est véritablement là, et ça fait partie de ma feuille de route, quelque part. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, d'une structure à l'autre, je pense notamment au réseau associatif, tout le monde n'a pas forcément ces moyens-là. Donc après, c'est aussi travailler en réseau pour que quand il y a un référent, ça puisse aussi percoler et nourrir le reste du réseau. Mais effectivement, c'est ce temps de rendez-vous qu'il faut qu'on se crée de manière plus régulière. Je crois qu'on va poursuivre sur ce sujet après en prenant un café. Samuel Sénave, oui. Alexandre Marsat disait qu'il s'appuyait beaucoup sur les initiatives locales. Vous êtes comment dire, une force de proposition. Vous regroupez les associations. Vous avez un rôle important à jouer avec les journalistes. Comment vous le faites actuellement ? Ok, donc je vais répondre en partie à cette question-ci. Et en rebondissant sur la première question qui était la relation actuellement avec effectivement le monde du journalisme. Parfait. Et après, ce qu'on peut apporter effectivement en termes d'information locale sur le climat, parce que justement ce qu'on est et ce qu'on fait, et au niveau des initiatives locales. Ouais. Donc je dirais dans un premier temps sur la relation actuelle avec l'actualité et le journalisme. Oui. Effectivement, le cas le plus classique, c'est qu'on est sollicité pour une actualité sur laquelle on a besoin d'une réponse rapide. Oui. Classiquement, j'allais dire, ce qui se passe souvent, c'est sur un thème d'actualité assez clivant, c'est tiens, tel organisme dit ceci, vous, quelle est votre réponse là-dessus ? Ou donc il y a une culture un petit peu de mise en opposition des opinions sur lesquelles on peut être sollicité. Et puis, ou bien, quelle est votre opinion sur tel sujet actuel, parce qu'effectivement, il y a tel événement qui s'est passé, et donc on a besoin d'une opinion sur, on va dire, relative à cet événement. Je dirais là, il y a deux possibilités dans le rôle, par exemple, qui est le mien, c'est-à-dire que soit, effectivement, on a une réponse qui est issue d'une concertation de nos associations fédérales qui nous disent, effectivement, nous, on a telle position ou tel avis, donc je suis en mesure d'apporter une réponse, soit ça n'est pas le cas, soit on ne s'est pas encore concerté sur la question et donc on ne peut pas dans l'immédiat apporter une réponse directement sur cette actualité ou tout simplement, ça peut être aussi quelque chose qui est hors sujet, qui sort du cadre de notre intervention et de nos objectifs statutaires et sur lesquels on n'a pas à se prononcer.
Par exemple, je peux prendre, si on nous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination Covid-19 ? C'est hors sujet pour ce que je représente. Je n'ai pas à me prononcer au nom de la fédération là-dessus. Ensuite, il y a le deuxième cas sur les sujets de fond. C'est quelque chose effectivement qu'on aimerait beaucoup développer sur la compréhension, la connaissance, ou bien monter en culture générale, j'allais dire, sur l'environnement, sur les solutions fondées sur la nature, sur qu'est-ce qu'est le changement climatique. Donc ça, nous, on a déjà des initiatives, c'est-à-dire que, par exemple, on intervient beaucoup dans des instances démocratiques de consultation, parce qu'on y a une légitimité. On est un réseau qui est agréé protection de la nature et environnement. Ça nous donne une légitimité pour être dans ces instances démocratiques. Ça nous donne aussi une légitimité pour agir en justice si on a besoin. Et on est aussi organisme de formation au niveau de la fédération, et certaines de nos associations membres le sont aussi. Et donc, dans ce cas-là, on a des initiatives aussi de communication sur des sujets de fond. Et je dirais, là, eh bien, ça dépend. Par exemple, on avait fait une conférence de presse sur notre concertation qu'on avait fait interne réseau, démocratiquement, sur des sujets d'aménagement du territoire, dans le cadre des SRADET, notamment le SRADET régional, donc, qui est un schéma d'aménagement du territoire en région. Et là, on en avait sollicité, on se dit on se fait une conférence de presse et on va expliquer les résultats de notre concertation et nous ce qu'on propose. Et bon, là, on a eu peu de répondants des journalistes, j'allais dire, et peut-être, et je pense qu'il y avait aussi le fait qu'il y avait une actualité différente comme par hasard ce jour-là, qui fait qu'il n'y avait pas forcément les ressources pour pouvoir avoir de la disponibilité du monde journalistique sur ce sujet de fond que nous, on voulait présenter. Donc travailler sur les sujets de fond, effectivement, en dehors de l'actualité, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et ensuite, je dirais, il y a d'autres choses. Alors, on fait aussi des fois des communiqués de presse. Alors, j'allais dire, au niveau fédéral, quand on fait un communiqué de presse, c'est très réfléchi aussi. C'est-à-dire, ça passe souvent par une décision de CA, etc. C'est qu'on estime qu'il y a quelque chose d'important à dire dans notre rôle. Et on fait nous-mêmes déjà une communication vers un certain nombre d'acteurs et donc vers les journalistes. Et je dirais, là, ça dépend aussi. On trouve qu'on n'a pas forcément souvent du répondant, on va dire, automatique ou normal, considérant ce qu'on représente, j'allais dire, ou la légitimité qu'on nous a donnée, par rapport au fait qu'on se manifeste et on a envie de dire quelque chose. Voilà. Ensuite, sur ce qu'on peut apporter effectivement en termes d'information locale sur la thématique d'aujourd'hui, climat. Je dirais, je rappelle un peu nous ce qu'on est, ce qu'on fait, là où on a de la connaissance et comment on agit. Donc on regroupe 16 associations départementales et locales en région Centre-Val de Loire. C'est similaire pour d'autres fédérations France Nature Environnement sur d'autres régions. Et donc j'allais dire, le local, on l'a déjà, puisqu'effectivement nos associations sont ancrées territorialement. C'est-à-dire qu'il y a moyen de chercher l'information au niveau de la fédération, où nous, on porte les positions, les plaidoyers concertés, et au niveau de chaque association locale membre qui, elle, a son autonomie aussi de parole, et qui va pouvoir se prononcer sur des problématiques locales, des questions d'un aménagement local, etc. Donc on représente quand même 7000 adhérents en région centre. Il y a des fédérations, c'est beaucoup plus. On a donc, voilà, local, terrain, effectivement, on est ancré sur toute la région. Ensuite, on a un grand volet connaissance sur notre cœur de métier qu'on peut appeler, on peut appeler ça comme ça, qui est la connaissance biodiversité, notamment en lien avec l'Agence régionale de la biodiversité. Il faut savoir que notre réseau associatif, c'est celui qui produit le plus grand nombre de connaissances et de données naturalistes en région. Voilà, on est à l'initiative et on est à l'origine de la production de 70-80% de la connaissance de la répartition des espèces en région, suivant les espèces considérées. Donc à ce titre, on a une grande source d'informations sur la connaissance naturaliste déjà et biodiversité, terrain, milieu et puis espèces en région centre. Vous voulez dire que vous êtes une mine mal exploitée par les journalistes? J'ai pas dit ça. Je présente voilà, les sources d'informations qu'on peut avoir sur nos compétences et puis nos objets statutaires, nos missions, nos engagements. Donc, par exemple, on met à disposition une base de données naturalistes qui s'appelle Nature au Centre,
qui regroupe toutes ces données, qui fait partie aussi du portail de présentation de l'Agence régionale de la biodiversité. Et on participe au bilan biodiversité régionaux par l'intermédiaire de l'Observatoire régional de la biodiversité, où on anime notamment aussi le pôle faune. Donc voilà, donc ces contributions naturalistes, c'est environ 6000 personnes bénévoles ou bien qualifiées qui travaillent dans notre réseau, qui alimentent, on va dire, cette banque de données de connaissances. Ensuite, nous, à notre fédération, on a une grande volonté de développer des projets. Alors, développer des projets avec des collectivités, avec des partenaires privés, donc qui va dans le sens de nos buts statutaires, c'est-à-dire des choses qui vont dans le sens de la protection de la nature, de la préservation de la biodiversité et de l'environnement, mais qui sont bien sûr en lien avec les enjeux actuels climatiques. Donc, on porte des initiatives avec les collectivités, des accompagnements, qui sont des choses qui peuvent être présentées comme, vous parlez, voilà, les initiatives locales, les bons exemples, des choses qu'on pourrait reproduire ailleurs et qui sont transposables. Donc, on a aussi un certain nombre de projets sur lesquels on agit et d'initiatives qu'on soutient. Voilà, par exemple, on porte des inventaires de biodiversité communale et on a aussi un projet d'adaptation ou bien de stratégie d'adaptation au changement climatique, notamment sur le volet ressources en eau, avec des collectivités, avec une trentaine de communes engagées actuellement. Donc, voilà, donc porter des projets. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est donc représentation dans des organismes démocratiques, hein, donc tout ce qui est consultation, enquête publique, Césaire, aussi comité de bassin, où on construit nos plaidoyers sur différents sujets, notamment par exemple compatibilité biodiversité énergie renouvelable, et de manière concertée, pareil, avec tout notre réseau, démocratiquement, on prend des positions, on essaye de mettre des règles qui nous paraissent favorables et qui sont donc aussi une source d'information pour le grand public sur ces volets-là. Je vais peut-être vous demander si la salle a des questions oui, à bien poser sûr, oui. ou à poser aux autres intervenants. Excusez-moi, j'ai mal cadré le délai, j'espère qu'on ne va pas nous mettre à la porte trop rapidement. J'aimerais vous entendre par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Est-ce que oui, alors le micro, je vous passe le micro, il est allumé, après ce sera vous. Allez-y. Bonjour à tous. Présentez. Il est allumé. Ah bon, d'accord. J'aurais une question pour Alexandre Marsat. Je vais me faire gronder. J'ai été très interpellée par votre projet parce que c'est vrai qu'on a tendance à connaître la presse locale plus au travers de la façon dont elle est couverte en presse écrite, print, les grands groupes qu'on connaît. Là, c'est une initiative indépendante. Vous dites que vous avez 1 million de followers sur TikTok. Alors, la physique quantique, ce n'est pas un sujet spécifiquement régional. Est-ce que vos followers sont nationaux ? Comment vous touchez votre région ? Est-ce que vous prenez le parti de faire et du régional et des choses plus généralistes et du coup nationales ? Comment vous vous positionnez ? Alors, notre objet, c'était vraiment de cibler les néo-aquitains et néo-aquitaines, c'est-à-dire les habitants et habitantes de la région. Donc, au lancement et pendant un petit moment, c'est ce qu'on a fait, et notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut cibler en fait sur les réseaux sociaux. Souvent, on pense que dès qu'on est sur le web, ça y est, on écrit en français, donc on est dans le monde de la francophonie. En fait, on peut cibler d'une part sur le web et aussi une fois qu'on bascule sur les réseaux sociaux. Quand on pousse des sujets, quand on sponsorise aussi nos sujets pour leur donner plus de visibilité et augmenter notre communauté, on le limite en fait sur la région Nouvelle-Aquitaine. Après, on a été dépassé par notre succès. Et donc évidemment, sur TikTok, on est vu quand il y a 1 million de personnes, forcément ça dépasse largement les frontières de la Nouvelle-Aquitaine. En revanche, du coup, pour revenir sur le sujet, par rapport aux initiatives locales, les initiatives locales, elles sont que en région Nouvelle-Aquitaine. Mais là aussi, ces sujets d'initiatives locales qui sont ancrés dans le local et donc dans la région, ces sujets ont aussi vocation à aller au-delà des frontières
de la région de la Nouvelle-Aquitaine et donc de notre lectorat néo-aquitain, pour justement, ce qu'on disait tout à l'heure, montrer les bonnes initiatives et que c'est aussi possible de faire la même chose ailleurs. Bonjour, moi je suis journaliste à France 24, donc je ne fais pas du tout d'info locale, mais bon, voilà. J'aurais bien aimé avoir en fait le point de vue donc des environnementaux, comme vous les avez appelés, sur la façon dont les journalistes traitent des questions climat et biodiversité notamment. Est-ce que, selon vous, les messages sont les bons? Est-ce que la façon de traiter l'information est la bonne? Et est-ce qu'on n'a pas tendance finalement à un peu simplifier des questions ultra complexes, et peut-être à tort? Et est-ce que, selon vous, les journalistes sont suffisamment compétents pour traiter de ces questions? Je dirais sobrement, ça dépend des journalistes. Mais, comment dire, nous, ce qu'on attend, par exemple, lorsqu'on s'exprime sur des sujets ou des choses, par exemple, comme je disais tout à l'heure, où on a une opinion claire ou bien une connaissance factuelle, c'est qu'elle puisse être restituée factuellement, j'allais dire aussi, ou si nous on exprime une opinion, qu'elle puisse être transcrite sans biais. Voilà. Je dirais, c'est la principale attente que l'on a, et c'est pas forcément ce qu'on retrouve, j'allais dire, en fonction des objectifs de, je sais pas, de certains, voilà, de différents médias. Relativement au sujet qu'il traite aussi. Voilà. Donc nous, ce qui nous importe réellement, quand on voit qu'on est cité dans des articles ou dans des revues de presse, etc., c'est que les messages que l'on veut transparaître et puis les informations factuelles que l'on donne sur, par exemple, nos domaines de compétences soient restituées la plus correctement possible. Voilà, c'est surtout ça. Pour vous répondre, je pense qu'il y a différents champs, c'est-à-dire qu'effectivement, pour en avoir discuté, que ce soit avant dans un établissement public scientifique et puis là avec les acteurs naturalistes au sein de l'ARB, c'est que parfois il y a des retranscriptions qui font que le propos scientifique n'y est pas. Il peut y avoir des contresens. Donc ça, effectivement, pour un scientifique, c'est quelque chose qui est très complexe à faire avec, parce que justement, c'est quand même tout le fruit de son travail et de sa recherche qui, du coup, a été manqué de passer clairement auprès du public. Et voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur la question biodiversité et climat, moi, je dirais que il y a quelques écueils, c'est-à-dire qu'effectivement, on va beaucoup nous parler de ces enjeux-là sur un plan international et national, ce qui est effectivement très important pour acculturer et faire prendre conscience qu'il y a un enjeu, il est fort et qui concerne tout le monde. Sur l'approche locale, on est souvent... alors, il y a des représentations, c'est-à-dire que même sur une dimension internationale, et je le vois dans des couvertures ou dans des images qui sont prises par les médias, ça va être l'espèce emblématique ou la représentation un petit peu Walt Disney de la biodiversité. Les gorilles, les éléphants, etc. Et on a un enjeu qui est fort, très très fort sur ces thématiques-là, qui est de faire prendre conscience que la biodiversité, c'est d'abord la base de la chaîne alimentaire, et notamment les insectes et les plantes, et que ça c'est un des enjeux les plus importants, que la biodiversité, elle est locale et qu'il faut absolument agir sur cette biodiversité locale, que certes, nos modes de consommation, alors on le voit avec le rapport de l'IPBES, ont un impact sur la biodiversité mondiale parce que les systèmes économiques, d'alimentation notamment, font que ce qu'on consomme ici va altérer des ressources ailleurs. Mais effectivement, il y a cette méconnaissance du public de ce qui l'entoure en local. Et avec des représentations, la biodiversité, c'est encore, ou la nature, c'est encore quelque chose qui fait un petit peu peur. C'est soit une représentation négative des insectes parce que ça pique, parce que ça peut être considéré comme des nuisibles, hein, on voit vraiment le mot, soit le côté anxiogène, c'est extrêmement dangereux, il va y avoir des phénomènes climatiques qu'on ne peut pas maîtriser, donc ça met dans un sentiment d'impuissance. Et je pense que par rapport à ça, effectivement, il y a une question, on parlait d'éclairer l'opinion, mais presque de créer une culture et d'aller redonner du pouvoir
aux citoyens de s'approprier ce sujet et d'agir. Et sur cette complexité qui est celle-là, c'est-à-dire que souvent aussi, il y a des espèces de recettes un peu tarte à la crème. Je pense à la question des abeilles, mais peut-être que tu compléteras vraiment, Samuel, sur un plan scientifique. C'est-à-dire que des fois, on a des fausses bonnes solutions. On se dit, bon, bah voilà, pour sauver les abeilles, il faut mettre des ruches partout. Sauf qu'en fait, pour sauver les insectes, il faut arrêter de tondre sainte pelouse et il faut mettre des espèces, il faut mettre des fleurs, et surtout des fleurs locales, pas aller chercher la jolie fleur qui est vendue en jardinerie, etc. Et donc c'est là où en fait on se rend compte que quand on commence à en parler, nous, sur nos stands, ou quand on rencontre le public, où là on a un petit peu plus de temps, parce que c'est de l'échange et que c'est pas de la lecture rapide ou de la vidéo attractive, et ben en fait les gens nous disent: ah, mais en fait, je ne pensais pas que c'était si complexe. Donc, il peut y avoir une envie de bien faire, puis à un moment donné, un peu de découragement en disant, bon, bah, je ne sais même pas par où commencer. Puis après, là où on peut prendre ce temps de construction de l'action, bah, ça passe un petit peu quand même par une mini-formation. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi que dans des journaux locaux, quels qu'ils soient, écrits ou audiovisuels, eh ben, il y ait un petit peu ces rubriques ou ces contenus où on s'acculture et on se documente et même on monte en compétence en tant que citoyen. Voilà. Mais ça nous oblige, nous aussi, à aller travailler des contenus avec vous pour que ça puisse être entendable. Et puis là aussi, mon travail, c'est de faire prendre connaissance, ça c'est de l'éducation aux médias, un journaliste, il a sa contrainte en termes de calibrage, en termes d'audience, en termes d'espace de diffusion, et qu'on ne peut pas tout dire, et qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur un message essentiel. Et donc voilà, c'est aussi, en fait, moi j'ai un rôle de médiateur dans les deux sens, quoi. Et voilà. Donc moi je suis Anne, Henri, non ça marche pas. Donc bonjour, moi je suis Anne-Henri, je suis journaliste environnement indépendante sur l'île, dans les Hauts-de-France. Ma question, c'était plus à l'attention d'Alexandre Marsat. Pour toucher les jeunes aujourd'hui, avec quel profil de journaliste vous travaillez? Est-ce que c'est une certaine forme d'écriture? Et est-ce que demain, vous avez envie de travailler avec des journalistes de d'autres régions? D'autres régions, non. Non, parce qu'en fait, on a une équipe déjà et on est vraiment, nos sujets initiatives sont en Nouvelle-Aquitaine. Clairement, en fait, je ne vais pas tourner autour du pot. Non, d'autres journalistes, oui. Les formats, en fait, alors les jeunes. Déjà, c'est... moi, je ne sais pas ce que c'est que les jeunes. On ne dit pas les adultes, par exemple, et en les mettant tous dans le même sac. Il y a une grande diversité. Il y en a qui sont très engagés sur l'environnement ou sur les sujets scientifiques, d'autres moins. Il y a aussi une très grande diversité. En revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, on travaille sur des nouveaux formats. On fait que ça, en fait, depuis 3 ans. Quand on s'est créé, il n'y avait pas de TikTok, c'était Musical.ly à l'époque. Donc tout ça est en train de bouger. Peut-être que dans un an, Facebook n'existe plus. Et donc il y a d'autres formats qui vont arriver. Donc on travaille beaucoup sur les formats. Et c'est d'ailleurs pas que des journalistes qui travaillent sur les formats qu'on diffuse. Les BD scientifiques, d'informations scientifiques qu'on diffuse, c'est calibré par de la recherche doc journalistique, c'est piloté par une chargée de prod, et puis après c'est l'illustrateur qui va le produire. Voilà pour cette question-là. En revanche, du coup, j'en profite par rapport aux journalistes environnement. Sur la formation, je pense que c'est vraiment important de former les journalistes. Je suis à l'association des journalistes scientifiques. Il y a aussi, mais vous en faites peut-être partie de l'association des journalistes et auteurs de l'environnement. J'oublie à chaque fois le sigle. Allons voir les consoeurs et confrères, en fait, ces associations-là. Vraiment, on milite en fait pour une formation des journalistes sur les sciences. Ça nous a explosé à la figure avec le Covid. Il y a une sous-formation des journalistes sur les sciences et je ne vais pas revenir dans le détail. Vous voyez bien de quoi je veux parler quand on parle de la Covid.
Et ben en fait, sur l'environnement, c'est pareil, c'est complexe en fait. Et je pense qu'il faut aussi se former et avoir des journalistes formés. Non mais on a des spécialisations en journalisme sportif, quoi. Toutes les rédactions ont des journalistes sportifs. Il n'y a pas des journalistes environnement. Or, on est dans une urgence climatique, mais elle n'est pas demain, l'urgence. Elle est aujourd'hui, et elle est déjà il y a plusieurs années. Et donc, on doit vraiment s'en emparer. Et c'est des sujets qui ont une complexité. Alors, mes deux voisins en parleraient mieux, mais c'est une grande complexité. Tout est relié. C'est un changement global. On parlait d'épaisseur de glyphosate tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de polémiques autour. Je vous invite à lire l'article sur Shake News de Pauline Moulot sur ce qu'il en est des tests ou pas, de bons tests, pas bons tests. Les abeilles, c'est pareil. Les abeilles, en effet, on a tous fait des sujets en disant « Ah, c'est génial !» sur tel bâtiment, d'ailleurs peut-être celui-ci, il y a des ruches. Ah, c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. Ça vient limiter les autres... En fait, ça vient sur le territoire des autres pollinisateurs. C'est des abeilles domestiques, alors qu'en fait, il y a aussi un enjeu sur les abeilles sauvages. Mais enfin, ça, quand on ne vous l'a pas expliqué, vous ne pouvez pas le savoir. Et les journalistes ne sont pas des experts. Aucun journaliste n'est un expert. Moi, je suis journaliste scientifique, je ne suis pas scientifique. Et je n'avais pas d'appétence spécifiquement pour les sciences auparavant. Donc il faut vraiment que les journalistes soient formés et soient conscients de ça. Parce que ça va donner après, et juste je termine là-dessus, des sujets, mais traités de manière... Moi je dis par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, enfin c'est... Pardon, on va se fouetter, mais je vous donne un exemple. Nous, on a sur la façade atlantique, on voit tout le temps des dauphins qui viennent s'échouer, morts. On sait pourquoi. On le sait, c'est la pêche. C'est la pêche. Alors on va donner la parole aux environnementalistes. Et puis on va donner la parole aux pêcheurs. Non, c'est la pêche. Ça suffit, c'est la pêche. Et du coup, ça, c'est pas dans l'ADN aussi des journalistes de dire oui, on va, comme on disait tout à l'heure, on va demander un avis aux uns ou aux autres. C'est le principe journalistique de base. Sauf qu'en fait, factuellement, on sait ce qui se passe. On sait factuellement ce qui se passe. Et du coup, moi, je pense que là... Alors moi, je suis engagé par ailleurs, en fait, les journalistes environnement, je pense qu'à un moment donné, qui travaillent sur l'environnement, ils basculent aussi dans l'engagement. Quand vous voyez vraiment les impacts du changement, vous êtes obligé de vous engager. Mais obligé. Et du coup, je me demande en fait si on n'a pas un glissement. Il y avait Hugo Clément hier. Et si on n'a pas un glissement en fait sur à un moment donné qu'on doit réfléchir aussi sur l'engagement journalistique sur les sujets environnementaux. Tu es un peu l'Hugo Clément de la Nouvelle-Aquitaine. Sans tatouage et sans bronzage. J'ai envie de rebondir très rapidement sur ce que vous venez de dire en tant que journaliste engagé. Oui, très certainement. Et en même temps, moi, en tant que citoyenne, et j'interviens aussi en master métier d'accompagnement politique à l'Université d'Orléans, je trouve que c'est très important aussi de sortir des traditionnelles victimes, bourreaux, sauveurs. Et ça, c'est important aussi que la presse journalistique, en termes de responsabilité, ne soit pas dans un journalisme qui tacle des responsables et qui pointe du doigt des responsables. L'agriculture, on sait, et les agriculteurs eux-mêmes le savent, et ils l'ont dit lors de nos séminaires, et ils l'ont rappelé au conseil d'administration de l'ARB, qu'effectivement, il y a des pratiques agricoles, il y a des produits qui ont un impact extrêmement néfaste sur les nappes phréatiques, sur les espèces, etc. Mais tant qu'on va leur taper dessus, ça va être le pot de fer contre le pot de terre de l'opinion. Et à un moment donné, ce sont des gens qui vont se rétracter, qui ne voudront plus travailler avec nous, qui ne voudront plus agir. Donc là aussi, il y a une responsabilité de dire, il y a un problème, regardons-le en face, mais de ne pas aller faire de la chasse aux sorcières et de ne pas aller mettre sur l'échafaud un pan. Voilà. Parce qu'il y a plein de domaines, y compris dans l'environnement, où il y a une activité, mais il y a autant de pratiques différentes dans l'activité. Donc, et ça, c'est juste réussir en tant que journaliste à trouver ce juste équilibre. Et je sais qu'il n'est pas évident, parce qu'on hérite quand même d'une société où, voilà, il y a quelques années, il y a quelques siècles, il y avait des arènes, quoi. Donc, je suis absolument d'accord là-dessus. C'est parce que, je vais vous dire, on est vraiment, on positive beaucoup. Alors nous, c'est compliqué de le faire en tant que journaliste. Mais par contre, Ecobios, par exemple, sur la biodiversité, on a sur l'agriculture, on a des chercheurs qui le font. Il y a Vincent Bretagnol à Chizé
qui a fait un rapport Ecobiose et qui explique l'impact de l'agriculture et qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est prévoir et agir, tout ça on l'a grâce aux scientifiques. Non, mais ce que je voulais dire par rapport au contradictoire, et c'est important dans la presse locale, où pour le coup, alors moi je suis Isabelle Bordes, je suis journaliste à Ouest France. Dans la presse locale, on est beaucoup plus humble en général parce que justement on sait qu'on n'est pas des experts, qu'on touche à tout. Voilà. Et donc ça nous permet... Alors il y a un biais par rapport au contradictoire. Ce que je voulais dire, j'essaie d'aller vite, voilà. Parce que le contradictoire, c'est en fait un cache-sexe pour dire « Ah bah, je suis neutre ». Mais c'est pas le propos. Et je voulais vraiment insister sur le propos d'Alexandre Marsat parce qu'en fait, c'est nous, dans les rédactions, qui devons défendre... Alors, d'abord, c'est un truc qui est devenu... un gimmick de notre société où on s'oppose, et là je rejoins tout à fait ce que vient de dire Pauline Darmancourt, c'est qu'on met un pour, un contre, ah ben on a le débat, on a le QPROF, vous me passerez l'expression, et en fait on n'a absolument pas donné l'info. Et nous, dans la presse régionale, dans mon journal, il y a souvent cette rubrique pour, contre. Et autant il y a des fois où le sujet est simple, autant pour le coup, dans le climat, ça y est pas. Et qu'effectivement, si on fait un pour, contre, eh ben, on fait de la désinformation. Parce que quand on met un pour le glyphosate et un contre le glyphosate, on fait de la désinformation sur l'état général. Donc je pense que vous êtes tous convaincus. Mais alors ce que je voulais dire au-delà de ça, c'est que c'est un plaidoyer pro domo pour la presse locale parce que c'est une presse populaire. On oublie tout le temps de le dire, mais c'est une des presses les plus populaires qui contacte le plus de gens différents possibles. Et du coup, comme tu me harcèles, je n'ai plus ma dernière idée, qui pourtant était phénoménale, bien sûr. Tant pis, merci. Moi, je voulais juste dire un petit mot, parce qu'on a beaucoup entendu le mot complexité. Donc, effectivement, ce sont des sujets complexes. Donc, en fait, il faut quoi ? Il faut des ressources. Il faut des ressources. Il faut des ressources en temps pour les journalistes. Je ne sais pas si on l'a beaucoup évoqué, mais dans des rédactions... Il y a un atelier à 11h. D'accord. Et c'est des ressources d'experts. Et effectivement, on l'a abordé. On a tous des labos de recherche dans nos régions. On a le GREC Sud, qui est la déclinaison régionale du GIEC. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie de plus en plus, puisque nous sommes généralement des généralistes dans Presse quotidienne régionale. Et je pense que ces deux ressources-là, il faut se les préserver et sanctuariser du temps journalistique pour traiter ces sujets qui ne supportent pas l'à peu près. Et